Bonjour à tous et bienvenue. Les obsèques du pape seront célébrées samedi alors que ce matin le Vatican a diffusé ses premières images du souverain pontife dans son cercueil. Les détails de la cérémonie se précisent, on le verra. D'abord, la météo d'Evelyne Delia avec toujours 5 départements du centre-ouest en vigilance orange crue. Il y aura encore des averses cet après-midi sur ces régions. Ailleurs, elles seront aussi nombreuses avec quelques orages dans les Pyrénées, le Mercantour et la montagne corse. Davantage de soleil mais du vent sur le golfe du Lion. Les températures jusqu'à 23 degrés à Nîmes, 19 à Lyon et Strasbourg, 15 à Brest, mais pas plus de 12 à Tarbes. Tout de suite justement, faisons le point sur ces alertes. En Dordogne, l'un des départements les plus touchés, 138 personnes ont dû être mises en sécurité depuis samedi. Un camping a encore été évacué la nuit dernière. Nous partons du côté de Mussidan où le pic de crue est attendu ce soir. Antoine Casabonne et Christophe Brousseau. Depuis ce matin, cet habitant scrute la montée des eaux. Sa maison est encerclée. Cette rivière a débordé à toute vitesse. Cette nuit, parce qu'hier soir, l'eau était encore au ras du mur, là, et elle est montée dans la nuit d'au moins de 30 cm. Sa cave est totalement inondée. Par précaution, Jean-Pierre a surélevé ses appareils électroménagers. On a mis une palette et on a mis des parpaings parce qu'on savait que ça allait monter plus haut, donc on a été obligé de la mettre sur parpaing. Mais le pic de crue n'est pas encore atteint. L'eau continue de monter. On scrute, on regarde, voir jusqu'à quand ça monte et quand est-ce que ça va surtout redescendre. Parce qu'après, il faut faire un peu de nettoyage. Même inquiétude pour les élus de cette commune voisine. L'eau s'infiltre dans cette rue. Donc là, on a mis des sacs de terreau pour éviter que l'eau rentre chez les gens, donc chez une personne âgée là. Il faut aller vite. Après, malheureusement, contre l'eau, on ne peut pas faire grand-chose. La route est fermée à la circulation, mais il faut encore protéger les habitations. Depuis que la départementale a été surélevée, c'est la première fois que je la vois aussi haute. Qu'elle arrive jusqu'ici, c'est incroyable. On n'est pas forcément équipé pour ce genre de situation. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir nos administrés, voir si tout va bien chez eux. Au total, 14 routes de Dordogne ont été coupées et plusieurs personnes ont dû évacuer. C'est le cas dans ce camping. Il y a le tout premier mobil-home qui est là. Et en fait, la terrasse s'est complètement décrochée. Il y a de l'eau dans le mobil-home. Impossible de distinguer les allées entièrement sous les eaux. En plein mois d'avril, les conséquences sont lourdes pour cette gérante. Forcément perte de chiffre d'affaires, plus perte matérielle et les travaux que ça m'a engendré. Ça fait peur. Après, on garde notre sang-froid quand même. Les 20 personnes évacuées ont pu être relogées. Dans ces communes, le pic de crue est attendu dans la soirée. En Gironde aussi, dans certains secteurs, l'eau continue de monter, comme ici, dans ce camping à Coutras, où l'on a évacué des structures ce matin. Ce local en préfabriqué sert en temps normal pour la restauration. Image signée Charlotte Lefetté. Partout ailleurs, la décrue a commencé et dans les communes sinistrées, l'heure est au nettoyage. À Montignac-Lascaux, où l'eau est montée jusqu'à plus d'1 mètre dans les maisons et les commerces. Sarah Francesconi et Florian Gourdin. Le son des balais-brosses résonne dans la rue depuis l'aurore. Après 48 heures, l'eau s'est enfin retirée des maisons. Ah ben oui, il y a du travail, On enlève la boue. Et comme il met de l'eau là, et l'eau va descendre, et la boue, tout ça, il faut qu'on enlève le plus vite possible la boue. Il faut faire vite avant que la boue ne sèche. Michel a même appelé du renfort pour l'aider à nettoyer. Malgré les précautions, les meubles sont abîmés. Ben oui, le frigo il a baigné un petit peu, mais oui, il a baigné un peu. Ça fait mal à l'estomac, mais qu'est-ce que vous voulez, on est obligé de nettoyer. Oui, on est obligé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est notre maison, alors c'est toujours pareil. En face, le propriétaire de l'établissement est aussi venu avec des amis. À l'intérieur de son bar, l'eau est montée à 1,10 m au-dessus du sol. Il prévoit 3 jours de nettoyage avant de pouvoir rouvrir ses portes. Et après on nettoiera le mobilier, tout ça, mais d'abord enlever le plus gros, bien tout évacuer, les murs, après les sols, et puis voilà. Et surtout on est en pleine vacances scolaires, c'est une période c'est une période où on a beaucoup de monde et du coup ça serait bien d'essayer d'ouvrir le plus tôt possible. Le pic de crue a été atteint hier soir dans ce quartier. Ce matin, la rivière laisse derrière elle des kilos de boue et de déchets. Les agents de la ville sont venus nombreux pour lessiver les rues.
On va commencer par la place d'Armes et on va évacuer et nettoyer toutes les petites rues adjacentes qui ont été inondées. Et c'est essayer de pousser ce sable, cette boue, et essayer de nettoyer pour que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Dans un moment de répit, on profite des rayons du soleil pour sécher le mobilier. Rapidement, la solidarité s'organise. Voilà, un peu de sucre? Non, merci. Oui, ça fait du bien. Alors, ça donne un peu plus de force. Il faudra encore patienter pour chiffrer précisément les dégâts et garder un œil sur la météo. Plusieurs averses sont prévues dans la journée. Deuxième titre de l'actualité, on l'a appris ce matin, les obsèques du pape François seront célébrées samedi, place Saint-Pierre à 10h. Vous pourrez les suivre sur notre antenne. Tout un protocole très codifié, ça y est, se met en place, avec notamment ces premières images diffusées par le Vatican du souverain pontife dans son cercueil. Sa chambre, symboliquement, a aussi été placée sous scellé. Les détails de ces dernières heures avec Ignacio Bornassin et Cédric Aguilar. Une vie au service de l'Église, le voici désormais qui repose en paix. Ce matin, le Vatican partage les premières images du corps du pape François dans son cercueil en bois, épuré. Bien loin de la tradition des 3 cercueils imbriqués, décorés, dans lesquels reposent habituellement les souverains pontifes. Nous sommes ici dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, là où le pape a vécu depuis son élection en 2013. Nathalie Bécard, la première femme nommée par le pape François à un haut poste de responsabilité au sein de l'Église, fait partie des rares à avoir déjà pu se recueillir auprès du défunt. Ce qui m'a particulièrement touchée dans ma prière aussi, c'est cette humanité du pape et qui a aussi fait voir cette humanité de l'Église. Comme le veut le protocole, les appartements du pape François ont été scellés à l'aide de ce ruban rouge, quelques heures avant la mise en bière de son corps hier soir. Avant que débute le conclave dans 2 semaines environ, les cardinaux accueillis comme des hommes politiques se sont rassemblés ce matin pour définir le programme des prochains jours. Le plus important en ce moment, c'est de continuer à prier. À 9h demain, le cercueil du pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront se recueillir avant les obsèques prévues samedi matin. Et dans son testament, le pape a demandé à être inhumé non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans celle de Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome. 7 papes y reposent déjà, mais là ce sera une première depuis plus de 3 siècles. Lise Cloy, David Bordier et Pauline Lormand nous expliquent ce choix. Ils étaient sur place ce matin. Par centaines, ils sont venus visiter celle qui sera bientôt la dernière demeure du pape. Certains passent ses portes pour la première fois, d'autres ont renoué avec la basilique Sainte-Marie Majeure en l'honneur de François, comme Franco. Ça faisait 50 ans que je n'étais pas venu. Et j'ai voulu revenir pour voir la basilique qui accueillera la tombe du pape. Basilique choisie tout particulièrement par le Saint-Père. Fervent fidèle, Gianni se souvient de l'amour que le pape portait à cet endroit. Il se rendait tout le temps ici, donc je le voyais souvent venir à l'église. Il était toujours amical, il se laissait approcher. Tout juste nommé évêque de Rome en 2013, c'est à Sainte-Marie Majeure que François avait fait ses premiers pas hors du Vatican. Dans son testament, il a précisé ses dernières volontés, être inhumé avec sobriété. La future tombe du pape François se trouve juste derrière cette cloison. Les derniers préparatifs sont en train d'être finalisés à l'abri des regards. Il a demandé une simple plaque au sol avec son nom en latin, Franciscus. Pourquoi à cet endroit? Car il se trouve juste à côté de cette chapelle dédiée à la Sainte Vierge. L'allure du monument, plus modeste que la basilique Saint-Pierre au Vatican, un détail qui a charmé Tessa, venue des Pays-Bas. Il voulait quelque chose de très simple, parce que c'était un homme comme un autre. C'était un moment spécial, de voir sa photo et voir où il sera enterré. Oui, c'était incroyable, c'était vraiment très beau. François deviendra le 8e pape à reposer entre ses murs.
Dans vos journaux, on retient cette une très belle de Nice Matin en 2 mots, adieu. Et puis ces titres qui qualifient François de pape des pauvres, celui du peuple et qui voulait changer l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux fidèles saluent son engagement pour faire bouger les lignes, comme s'il avait rendu l'Église plus accessible. Perrine Mislange et Marie Hollander l'ont constaté à Lourdes hier soir et ce matin. Un hommage sobre à l'image du pape François. Pour notre Saint-Père, le pape François, passé dans les mains du Père et qui demandait si souvent que nous prions pour lui. À Lourdes, les pèlerins rencontrés ce matin se sentaient proches de lui. Humainement, c'était quelqu'un de bien, discret, à l'écoute des gens. Un pape qui essaye de faire en sorte que les peuples soient réconciliés. Une église de pauvres, pour les pauvres, avec les pauvres, c'était fondamental. On le savait avant, bien sûr, mais il l'a quand même reformulé de manière flagrante. Humaniste, mais aussi progressiste, selon cette jeune femme, le pape l'a rapproché de l'Église. Moi, j'ai adoré le pape François. Vraiment, j'ai trouvé toutes ses idées incroyables. Enfin, il acceptait les homosexuels, qu'il accordait plus une place pour les femmes. Je trouve que ça m'a dit, ok, c'est une meilleure image de l'Église. En étant un peu plus ancré avec la société actuelle, le pape François a rassemblé de nombreux jeunes. Hier soir, lors de la traditionnelle veillée au flambeau, nous avons rencontré Augustin et Lindsay, baptisés depuis moins d'1 an. Parce qu'il était plus ouvert et plus approchant. Ça donne un peu plus envie de s'en rapprocher. En 2025, l'Église catholique a enregistré une forte hausse des baptêmes, notamment chez les adultes, plus 45%. Un effet pape indéniable pour cette nouvelle pratiquante. Je pense que ça en fait partie quand même. Ouais, il prenait pas mal de décisions et de positions aussi assez importantes que d'autres n'ont peut-être pas fait. Mais pour certains, ce n'était pas suffisant. Il n'était pas assez encore dans la vie actuelle du jour. Oui, on avance, mais petit à petit, et il faudrait peut-être avancer à grands pas. À Lourdes, où le souverain pontife ne s'est jamais rendu, l'engouement pontifical reste contenu. Dans les boutiques, rares sont les souvenirs à l'effigie de François. Le pape dénonçait de toute façon la surconsommation. Concernant les médecins, alors qu'ils appellent à une grève illimitée partout en France à partir de lundi prochain, cette pratique fait débat. Certains imposent aux patients un motif par consultation. Ils refusent de traiter plusieurs problèmes lors de la même visite. Est-ce légal? Ont-ils le droit? Eh bien, réponse avec Annie Bazar, Elias Hassani et Vincent Rucli. Tirez la langue, ouais, et dites A. Cette patiente consulte pour une angine qui persiste depuis plus d'1 semaine. Okay. Du coup, il faut un nouvel antibiotique, un seul motif, donc la consigne a été respectée. Oui, pas de souci. Un seul motif par consultation, la règle est simple, elle est affichée à l'entrée de ce cabinet depuis presque 4 ans. Une démarche qu'assume ce médecin pour permettre une meilleure prise en charge de ses patients. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de dépasser trop un temps de consultation. Le constat, il est partout pareil, que ce soit en ville, à la campagne, il n'y a plus de médecins, il n'y en a plus assez. Donc on essaye de pallier comme on peut en faisant des créneaux de 15 minutes. Une pratique plutôt bien accueillie par certains patients. Ce serait pas mal de préparer sa visite, éventuellement d'avoir plusieurs motifs, mais de préparer à l'avance et d'essayer de ne pas se répandre sans fin chez le médecin. D'autres s'interrogent sur cette tendance qui peut multiplier les rendez-vous. C'est vrai que ça restreint vachement et ça oblige encore une fois les patients à payer encore la consultation. Faire ça sur la santé des gens, je trouve ça dommage. Quand je vois déjà ce que les tarifs ont augmenté depuis quelques années, voilà, je pense que c'est un peu un problème d'argent, quoi. Pour les syndicats de médecins, cette pratique est légale et s'impose notamment dans les déserts médicaux. Objectif, répondre aux demandes de plus en plus urgentes des patients. Ça correspond aussi à un esprit. On est dans un certain consumérisme des soins, c'est-à-dire c'est tout de suite. Alors que globalement, avoir mal à la gorge, c'est pas forcément urgent, hein, si on n'a pas 41 de fièvre. Bon voilà, c'est aussi la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Certains syndicats veulent étendre les consultations longue durée facturées 60 €. Des consultations aujourd'hui réservées à des cas très précis.
Dans l'actualité également, les rappels de produits, car vous avez sans doute l'impression qu'il y en a de plus en plus. 2800 rien que l'an dernier, que ce soit dans l'alimentaire ou non. Alors nous sommes allés vérifier quels contrôles sont mis en place et que se passe-t-il très concrètement quand une alerte est déclenchée. Élise Kousmac, Simon Amblot et Sophie Hernandez. Vous avez sûrement déjà eu dans votre assiette l'un de ces produits. Comme tout ce que vous consommez, ils peuvent être retirés de la vente en raison de la présence de bactéries ou de corps étrangers comme du plastique ou du verre. Clairement, depuis que je suis papa, justement, je fais très attention à ça parce que s'il y a mon petit qui mange un truc avec de la salmonelle ou je sais pas quoi, ça peut être terrible derrière, donc ouais, on fait attention. J'avoue que jusqu'à présent, j'ai pas eu de rappel pour certains produits, donc je surveille quand même. Il faut pas non plus que ça devienne une psychose aussi. Hein. Ouais. Ces rappels sont signalés par les consommateurs, mais aussi les industriels ou les distributeurs. Dans les bureaux de ce supermarché, ces alertes sont scrutées presque en continu. Dès le matin, dès qu'on ouvre le PC, s'il y a effectivement un message urgent de retrait-rappel, il va apparaître. Immédiatement, des communications sont imprimées. Les messages de retrait-rappel sont affichés après dans les rayons concernés. Les produits sont bloqués en caisse, comme lors de cette simulation. Au moment où l'hôte de caisse va vouloir l'encaisser, vas-y. Vous avez sur l'écran, produit en rappel, vente interdite. Chaque semaine, environ 5 rappels produits sont enregistrés ici. Tous doivent être archivés. Et ça, c'est l'année 2024. C'est beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années. Moi, c'était quelque chose d'anecdotique. Dans cette usine de confiture, comme dans toutes les usines de France, les bactéries sont traquées tout le temps. Et si une anomalie est signalée, elle peut être trouvée grâce à cette fiche. Donc ça va nous permettre d'enregistrer l'ensemble des matières premières qui rentrent chez nous dans notre système informatique pour les tracer de bout en bout, de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'au produit fini. Lorsqu'une erreur est identifiée, qui décide de retirer les produits de la vente? La décision de rappel sera prise par la marque qui devra prévenir l'ensemble des magasins concernés de la nécessité de mener le rappel. Chaque année, environ 3000 rappels de produits sont signalés en France. Ils sont visibles sur la plateforme en ligne Rappel Conso. Et parmi les produits que nous consommons, il y a les sardines, 16 000 tonnes en moyenne chaque année en France. Et dans les boîtes, eh bien, on se demande pourquoi elles sont de plus en plus petites. Leur poids, leur taille ont baissé de 50% en 15 ans. Il faut 2 fois plus de main-d'œuvre dans les conserveries, dans les Pays de la Loire et en Bretagne. Christine Chapelle, Sophie Lecroisier et Médéric Perker. C'est une petite boîte qui fait partie des basiques du placard de cuisine. Les sardines à l'huile. J'en consomme une fois par semaine parce que c'est très bon pour la santé. Nous consommons chaque année en moyenne 16 000 tonnes de sardines. Mais avez-vous remarqué un changement? Je n'ai pas constaté de changement, pour autant j'en mange. C'est pas la même taille, elles sont beaucoup plus petites. En effet, monsieur, les sardines sont de plus en plus petites. En 15 ans, elles ont quasiment diminué de moitié, passant de 25 à 13 cm de longueur moyenne. Un phénomène que l'on pense lié au réchauffement climatique. Il ferait s'appauvrir la principale nourriture de la sardine, le plancton. Les espèces de plancton qu'on a aujourd'hui sont différentes de celles qu'il y avait il y a 15 ans. Elles sont plus petites et elles donnent moins d'énergie à la sardine quand elle se nourrit dessus que ce qu'il y avait avant. Et n'allez pas croire qu'une sardine plus petite rentre plus facilement dans la boîte. Cela pose un vrai problème aux conserveries. Quand il faut travailler plus de sardines pour mettre dans les boîtes, et ben en fait ça augmente les coûts de travail en main d'œuvre, si vous voulez. Donc du coup, c'est vrai qu'on recherche quand même des sardines plus grosses. Ajoutez à cela la raréfaction. Les sardines font partie des espèces victimes de la surpêche. Il y en a donc de moins en moins et nous en mangeons beaucoup. On continuera à en manger, même si elles sont petites, et ben on en mangera un petit peu plus, et puis c'est tout. De quoi faire craindre à certaines conserveries des ruptures de stock. Certains plaident même pour une interdiction de leur pêche en hiver, afin d'éviter que nos sardines soient moins serrées au fond de leur boîte.
Ce dispositif à présent pour éviter ce genre de commerce laissé à l'abandon. Quand beaucoup sont fermés dans nos villes, eh bien le concept Ma Boutique à laisser permet à des entrepreneurs de se lancer, notamment grâce à des loyers modérés. Ils sont près de 300 à en bénéficier un peu partout en France aujourd'hui. Voyons comment cela fonctionne avec Sébastien Ambert et Max Ragazzi dans la métropole lilloise. Dans nos centres-villes, il n'est pas rare de voir ce genre de façade, des commerces fermés depuis longtemps. C'est pour lutter contre cela qu'a été créée la Fédération française des boutiques à laisser, comme ici à Lezennes, petite commune près de Lille. Comme ça vous va? Oui. L'ancien bar tabac est devenu un traiteur. La boutique à laisser, c'est d'abord un loyer moins cher. C'est une petite réduction de 100 € par mois, ce qui est déjà énorme par rapport au loyer normal. C'est-à-dire 700 € par mois au lieu des 800 prévus. Et les clients sont ravis. En dehors de cet endroit, il n'y a finalement qu'une grande surface avec des chaînes de restauration qui ne proposent pas la même qualité de nourriture. C'est un système vertueux qui implique aussi les propriétaires. Ici, par exemple, le commerce était fermé depuis plusieurs années. Le propriétaire ne touchait pas un sou. C'était compliqué pour lui, donc il s'est rapproché de la mairie, qui s'est rapproché de ce dispositif. Parce qu'il n'arrivait pas à louer, sinon? Ouais, il n'arrivait pas à louer et trouvait personne. Autre avantage, un bail de 6 mois, renouvelable une fois au lieu des 3 ans, comme le prévoit la loi, ce qui permet aux nouveaux commerçants de se constituer tranquillement une clientèle. C'est le cas ici, avec cette boutique de rénovation et de nettoyage de chaussures. Après un premier magasin à laisser, Marine vient d'en ouvrir un second. On n'avait aucune idée du chiffre d'affaires qu'on aurait eu et du nombre de clients qu'on aurait pu avoir. C'est des aides au niveau de la communication grâce à la ville. C'est des avantages aussi sur les assurances, les tarifs au niveau des assurances. Un système qui existe partout en France. Une boutique est considérée à laisser pendant un an. Depuis 2013, nous avons lancé 210 boutiques sur tout le territoire métropolitain et outre-mer. Le taux de réussite à 1 an de test, il est à plus de 80% et à un peu plus de 3 ans, on est aux alentours des 75%. En France, dans les centres-villes, on compte 10% de commerces vides, un chiffre malheureusement en hausse chaque année. En bref, 5 jours après cette fusillade à Rennes devant un fast-food, on a appris ce matin que les 4 personnes interpellées dans la foulée ont été mises en examen et écrouées. Âgées de 21 à 23 ans, originaires de Paris, Marseille et Tours, elles avaient été recrutées en ligne à distance pour récupérer un point de deal, selon les tout derniers éléments de l'enquête. Regardez maintenant cette navette surprenante, ce véhicule du futur, mais qui s'installe dans notre paysage. Oseriez-vous monter dedans? Chaque jour, elle transporte des voyageurs à Saint-Quentin en Yvelines et elle va vite. C'est une invention française que plusieurs villes commandent, comme nous l'expliquent Pierre Galassio et Irina Fourny. À côté des voitures, ce nouveau mode de transport ressemble à un jouet. On appelle ça une capsule, capable de transporter 2 personnes. Aucun conducteur, c'est automatique. Vitesse maximale, 50 km/h. Ah, moi, quand ça va vite, c'est super. Moi, j'aime bien les manèges. Ce sera bien qu'ils le développent en ville. À l'arrêt de la capsule, veuillez descendre. C'est l'objectif. Mais pour l'instant, cette invention française n'existe qu'ici, sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Un circuit de 2 km seulement, il s'agit pour l'instant de tester et développer l'engin. Vous n'avez pas peur dans la navette autonome sans conducteur? Non, mais j'ai un grand pour me soutenir. Pour les familles, surtout qui ont des poussettes avec des jeunes enfants, c'est vraiment très, très utile. Cette sorte de télécabine sur rail utilise en fait des pneus et un système de guidage mécanique. Le circuit est clôturé, ce qui permet de rouler vite. C'est une infrastructure relativement simple. On a juste un terrassement au niveau du sol. Et ensuite, on vient poser les rails, on les alimente en électricité. Ici, par exemple, ça a pris 6 mois pour mettre en place le système. C'est plutôt rapide parce qu'en général, on a des projets plutôt de 2 ans, 3 ans, voire plus si on est sur du tramway ou du métro automatique. Cette innovation unique au monde est à l'origine une idée de jeunes étudiants ingénieurs ici en Lorraine et de leur professeur, devenu le patron de cette entreprise. Dans cette petite usine proche de Nancy, les commandes affluent, le succès dépasse les frontières. On a signé une dizaine
de commandes. On en a dans un aéroport dans le sud de la France, on a des villes limitrophes du Luxembourg, on en a aussi à l'international, à Abu Dhabi. Peu secret d'Urban Loop, les gens, ils n'attendent pas, ils appuient sur le bouton de leur destination et ils ne s'arrêtent pas aux stations intermédiaires, comme un gros transport. Ils arrivent directement à leur station et ça permet de gagner sur le temps de trajet. Grâce à la 5G, les navettes savent en permanence où elles se trouvent les unes par rapport aux autres. Et les stations sont décalées sur une autre voie pour ne pas ralentir ceux qui ne s'y arrêtent pas. C'est ce qui a séduit la métropole de Nancy. Sur cette ancienne voie ferrée désaffectée, un nouveau quartier va sortir de terre et pour le connecter au centre-ville, ce sont les petites capsules qui ont été choisies. Il y aura 7 stations et donc du parking relais du nord de l'agglomération jusqu'au centre, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, on peut se retrouver dans le centre de Nancy. Le coût par voyage sera moins élevé que d'utiliser même un petit bus. Ces petites navettes ne prennent pas plus de place qu'une double piste cyclable. Leur apparition à Nancy pourrait avoir lieu dès 2027. La folie pivoine à présent, car ça y est, cette fleur magnifique arrive sur les étals et chez les fleuristes. Elle concurrence la rose en ce moment. Alors nous, au 13h, eh bien, on a voulu comprendre pourquoi on aime cette fleur de plus en plus. Nous partons à Moguio et à Montpellier avec Louane Leroux et Manon Scarcello. C'est un bouquet aux multiples nuances de rose, aux pétales éclatants. Les premières pivoines de la saison se dévoilent. Celle-là, tu peux la ramasser. Celle-là aussi, s'il te plaît. Julien a commencé les récoltes il y a une semaine sur ses 3 hectares de terre, à 15 km de Montpellier. Alors voilà le stade de récolte quand la feuille commence à se décoller. Donc c'est une pivoine qui va s'ouvrir sans aucune difficulté. Et là, c'est la première variété de pivoine qui donne le début de saison. Avant d'éclore, une pivoine consomme 50 litres d'eau, passe 400 heures sous 5 degrés. En à peine 2 heures, plus de 2000 plants sont cueillis, puis distribués partout en France. On arrive à être moins de 24 heures après la coupe en magasin fleuriste sur Toulouse ou Bordeaux ou même Lyon. Ces fleurs fraîches, c'est le gros bouton qui va décolorer au fur et à mesure, sont aussi vendues par son fils sur le marché, 12 € les 5 tiges. Ce sont des fleurs de qualité, les pivoines sont magnifiques, elles tiennent longtemps. Et puis bon, c'est local. Ah, moi, j'adore les pivoines. Dès qu'il y en a, j'en profite. Je trouve ça magnifique. C'est la joie dans la maison. Une fleur qui est ramassée comme ça, c'est une fleur qu'ils vont garder au moins une dizaine de jours chez eux et qui vont pouvoir avoir le plaisir de les voir s'évoluer au fur et à mesure du temps. À Montpellier, chez ce fleuriste là aussi, la pivoine est la star du printemps. Il y en a 10, vous prenez 5. Hein? Ouais. À 15 € le bouquet, les passants ne résistent pas bien longtemps. La couleur, la forme, l'odeur, tout. En fait, si je pouvais, j'en achèterais tous les jours. Elle séduit, au point qu'elle concurrence la rose, l'autre fleur préférée des Français. Là, je dirais pendant 2 mois, ça sera à peu près 20% au niveau de notre chiffre par rapport à d'autres fleurs. Ça sent bon. Quand elle s'ouvre, c'est de la dentelle. Et les gens aiment la pivoine. Mais attention, la saison de la pivoine est courte, jusqu'à la fin du mois de mai. Allez, Valentin Després nous a rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. Le 13h à vos côtés et cette question aujourd'hui que nous pose Jocelyne. Elle habite à Pornic en Loire-Atlantique. J'emprunte régulièrement une route d'une dizaine de kilomètres avec une ligne blanche sur la plupart du trajet. Régulièrement, j'ai une voiturette devant moi qui roule à 47 km/h maximum. J'aimerais savoir si j'ai le droit de la doubler sur la portion avec la ligne blanche. Merci pour votre réponse. Alors, c'est vrai que c'est une question que l'on s'est tous posée un jour. Est-ce qu'on a le droit de dépasser une voiture sans permis ou bien un tracteur ou bien des cyclistes quand il y a une ligne blanche, Valentin? La réponse n'est pas si simple. Non, et si Jocelyne s'interroge, c'est parce que regardez quand même la route dont il est question. Elle a pris 3 photos à plusieurs kilomètres d'écart, et voilà, toujours la même ligne au milieu. Le problème, c'est que Jocelyne se retrouve souvent derrière des voiturettes, des tracteurs. Elle n'ose pas doubler, elle reste bien derrière. Et d'après elle, ça lui fait perdre du temps, et puis ça crée aussi de gros embouteillages, notamment en fin de journée. Alors, quelles sont les règles? Déjà, il faut déterminer si le type de véhicule ou les vélos ont bien le droit de s'engager sur cette départementale. C'est quand même limité à 80 km/h. Alors, en général, les tracteurs d'abord ont interdiction d'emprunter les routes limitées à 110 km/h ou plus. Donc,
sauf indication contraire pour eux, ici c'est bon. Même règle pour les voitures sans permis. Si vous conduisez sur autoroute ou voie rapide, c'est 1 500 € d'amende, mais ici c'est possible. Enfin, les vélos, oui aussi, mais dès qu'une voiture se rapproche pour les dépasser, les cyclistes doivent se positionner en file indienne pour éviter tout risque de collision. Bon, mais concernant la ligne blanche, on a tous appris qu'elle est infranchissable, comme un mur. Oui, en principe, il est formellement interdit de la franchir. Sinon, c'est 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Même si vous ne faites que la chevaucher, c'est 135 € et 1 point en moins. Le dépassement, en fait, est considéré comme trop dangereux. Mais il y a en effet quelques exceptions. Bon, alors là, franchement, on veut les connaître. Dans quel cas peut-on franchir la ligne blanche? Exceptionnellement, pour éviter un arbre ou un rocher tombé sur la route. Ensuite, un avocat en droit routier me disait que c'est souvent toléré aussi pour dépasser un animal, un cavalier ou pour contourner un chantier mobile. Et enfin, cette fois, c'est autorisé pour doubler un cycliste à condition de chevaucher la ligne uniquement, pas de la franchir, et en laissant au moins 1,50 m de distance sur ce type de départemental. Vous l'avez donc compris, Marie-Sophie, il est interdit de franchir ou de chevaucher la ligne blanche pour doubler un véhicule lent, que ce soit une voiturette ou un tracteur. Jocelyne a donc la bonne attitude, en patientant sagement derrière, mais elle nous le dit, elle estime que cela crée des embouteillages, qu'elle perd du temps. Que pouvez-vous lui conseiller alors? C'est vrai que la ligne blanche a l'air très présente quand même sur cette route. Alors est-elle vraiment toujours indispensable? S'il y a des bouchons matin et soir, Jocelyne peut tout à fait faire des remarques, photos et vidéos à l'appui au gestionnaire de voirie, ici au département. Le mieux, vous savez, dans ces cas-là, c'est de créer un collectif d'automobilistes, de se faire aider, pourquoi pas, par une association spécialisée comme la prévention routière. On peut, par exemple, proposer de tracer une ligne discontinue par endroit pour pouvoir dépasser. En tout cas, en attendant, Jocelyne doit bien sûr prendre son mal en patience et continuer de rester derrière ces véhicules lents. Merci beaucoup, Valentin, pour ces précisions. Observez bien maintenant ces pigeons et vous remarquerez un détail, leurs ailes roses. Oui, on va vous expliquer pourquoi ils sont ainsi en suivant des colombophiles, ces passionnés qui élèvent des pigeons voyageurs pour ce genre de compétition impressionnante. Ils nous font découvrir cet oiseau autrement dans le Puy-de-Dôme. C'est avec Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Ils sont partout dans les villes, innombrables, sur les places, dans les rues ou sur les façades, avec bien souvent quelques petites touches de désagrément au quotidien. Et à vous écouter, le pigeon a une cote d'amour qui bat un peu de l'aile. Oh, moi j'aime pas. Horreur, déchets, voiture. Regardez comme il est beau ce pigeon. Il nous a rien fait. Il vous plaît? Parce qu'il est loin. Mais s'il y en a bien un qui est loin de tous ses sentiments, c'est bien Jean-Michel. Un colombophile passionné. Autrement dit, il élève et collectionne plus d'une centaine de pigeons voyageurs. Après, moi, je leur donne pas trop de noms, mais je les connais tous. Et ici, attention, il y a de la graine de champion dans l'air. Nous, oui, on les considère comme des vrais athlètes. Parce qu'un pigeon, ça peut voler pendant plus de 12 heures, 12-14 heures sans s'arrêter. Des pigeons que ce boulanger inscrit régulièrement à des courses. Le principe est simple, les colombophiles lâchent tous leurs pigeons du même endroit et chaque oiseau doit retourner le plus vite possible dans son propre pigeonnier. Et après, on calcule la vitesse de chaque pigeon et celui qui va voler le plus vite sur la distance, c'est lui qui va gagner le concours. Mais une question reste en suspens. Comment ces pigeons réussissent-ils à s'orienter? Grâce à la position du soleil, au champ magnétique terrestre, au son ou aux odeurs, les hypothèses sont nombreuses. Une chose est certaine en revanche, l'oiseau est fidèle à son pigeonnier. Il reviendra toute sa vie, il reviendra ici. Vous pouvez l'emmener à 1000 km, il va revenir ici. À quelques battements d'ailes de là, Jean-Michel, se niche un autre colombophile. Lui alors? Le voilà le dernier arrivé. C'est le frère de ceux que tu m'as donnés. Ah oui, d'accord. Et ici, regardez bien, les pigeons ont un petit truc en plus. Un colorant à base de betterave a été appliqué sur leurs plumes. Du coup, ça leur permet de passer entre parenthèses pour un gibier qui ne se mange pas vis-à-vis des rapaces. Parce que les rapaces n'identifient pas comme des proies habituelles, donc ils les chassent pas. S'ils font voler tous les jours leurs pigeons matin et soir, c'est à chaque fois pour eux le même émerveillement. Quand on rentre dans le pigeonnier, ils n'ont pas peur de nous, ils roucoulent, l'air de dire « t'as vu, je suis arrivé ».
Et ça, c'est extraordinaire. Ce truc qui fait hérisser un peu les poils. Les plumes. Les plumes, c'est ça. Aujourd'hui, cette passion pour les pigeons voyageurs est partagée par plus de 10 000 personnes, partout en France. Autre ambiance, autre tradition. Dans le sud, les férias sont de retour. 300 000 personnes viennent de participer à celle de Pâques à Arles, avec notamment les célèbres courses camarguaises. Il en faut du courage pour aller attraper cette cocarde sur les taureaux. Nous partons en Camargue avec Tristan Vartagnan, Marouane Jité et Étienne Bonneau. Ils se sont entraînés pendant des années pour participer à ce spectacle. Dans la course camarguaise, rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir se démarquer, affronter le taureau et l'éviter, juste à temps. Cette année, la feria de Pâques fête ses 60 ans et au cœur des antiques arènes d'Arles, vous étiez nombreux à apprécier le spectacle. Les ambulances du Moulin, 2 € de plus. Il est costaud, lui, il est costaud. Il a les cornes très pointues, il a fait voir un peu son caractère là. La course, vous la vivez vraiment comme si vous étiez devant le taureau. Au total, 7 taureaux se sont succédés au milieu des arènes. Ils ont été choisis avec soin. Le matin même, dans la manade de Méjeanne, à quelques kilomètres d'Arles, les éleveurs isolent certains taureaux. Allez! La star du jour, c'est Corté, 350 kilos. C'est un taureau qui court, qui saute, qui revient, il fait toujours son spectacle. C'est un taureau que les gens connaissent, il a son palmarès, c'est des sportifs de haut niveau. Comme avant chaque course camarguaise, Arthur prend soin de fixer les attributs sur les cornes du taureau. Je commence à mettre la cocarde. La cocarde, c'est ce qu'on met ça entre les deux cornes. C'est un tissu rouge. Donc là, on a mis la cocarde, je vais mettre les tours de ficelle. Et après, je vais mettre ce qu'on appelle, c'est ça, les glands avec un pompon blanc. Des éléments indispensables, c'est ce que les athlètes cherchent à attraper pour marquer des points. Il est toujours aussi calme. Comme les grands sportifs Corté à ses supporters, Max ne manque aucune de ses compétitions. Le taureau, je le connais, il a commencé à courir, il avait 3 ans. Moi, à 4 ans, il courait en course de ligue. Il y en a qui sont fans de joueurs de foot comme était Zidane ou comme aujourd'hui Mbappé. Et nous, on vient au taureau parce que la passion, c'est le taureau. Et voilà, c'est embarqué pour la course à Arles. Retour dans les arènes, les hommes en blanc qui jouent au jeu du chat et de la souris, ce sont les fameux raseteurs. Nous avons pu rencontrer l'élite de la discipline dans leur vestiaire, sous les arènes. Youssef Zekraoui a 30 ans, il est raseteur professionnel depuis 2013. Alors ça, c'est le seul truc qui nous protège. Des protèges tibia bien loin d'être suffisants, car la course camarguaise est un sport à risque. Il y a 10 ans, Youssef a été gravement blessé par un taureau. Un taureau, il m'a traversé la jambe et du coup, il m'a arraché la cuisse. À la corde, il est ressorti complet. Et après, il me secoué dans tous les sens. Après, un taureau, il fait 400 kilos à peu près. Donc, on est des pantins sur la tête d'un taureau. Et pour espérer remporter la course, les athlètes ont avec eux un outil indispensable, le crochet. En fait, avec ça, on doit mettre le coup de crochet pour essayer de lever la ficelle ou lever les rubans qu'il y a sur les cornes. C'est ce qui permet de gagner des points et en même temps de prendre les gains qu'il y a sur les cornes dessus aussi. Fin prêt, il est temps pour lui d'entrer en piste. Le raseteur, Youssef Zekraoui. C'est une course qui est importante, c'est l'ouverture de la feria. C'est symbolique aussi parce que moi je suis arlésien, donc pour moi c'est important. C'est un gladiateur un peu, ouais. Et pour cause, il y a presque 2000 ans, les arènes d'Arles accueillaient des combats de gladiateurs. Et ce qui est fou, c'est qu'à Rome, au Colisée, par exemple, 2000 ans plus tard, il n'y a plus rien. On peut le visiter, mais il n'y a plus de spectacle. Il ne remplit plus sa mission première, qui est celle d'un lieu de spectacle et de divertissement. Ici, à Arles, 2000 ans plus tard, l'enceinte romaine continue à vibrer et on continue à y célébrer les traditions provençales. Donc ça, c'est fabuleux. Ouais. Moi, j'ai des frissons quand je viens dans les arènes. Et bon, j'aime ça, et j'aime la course camarguaise. La feria d'Arles, c'est aussi une fête traditionnelle, avec ses personnalités locales. Sa Majesté Amélie Laugier. Nous avons rencontré la reine d'Arles lors de sa préparation. Il faut être patient, compter au moins 2 heures. J'ajuste en fonction de la longueur de ma coiffe, la longueur du ruban.
pour qu'il soit le plus harmonieux possible. En tant qu'ambassadrice de la culture arlésienne, ce costume est presque devenu un uniforme pour Amélie Laugier. Elle le porte 200 fois dans l'année. Pour elle, c'est une fierté. Toutes les jeunes filles du Pays d'Arles quasiment souhaitent devenir reine d'Arles un jour. Mais le titre de reine d'Arles ne se conserve pas à vie. La prochaine sera élue dans 2 ans. Et en attendant, venons-en nous à cette question. Alors, pas pour les plus jeunes, non. Vous souvenez-vous de l'arrivée de la télévision chez vous? Ou bien le premier téléphone? C'est ce que va nous rappeler aujourd'hui notre fléchette lancée à tour de rôle par nos correspondants. Nous suivons Samuel Cardon et Christophe Annès, quelque part dans le Grand Est. Vous connaissez le principe, pour choisir notre destination, on s'en remet à la fléchette. Direction un petit village d'à peine 1200 habitants, en pleine campagne et entouré de champs de colza. Ça y est, on arrive à Delme. Sur le bord de la route, nous sommes attirés par cette borne routière. Elle est située à 12 lieues gauloises de Metz et donne son nom à ce restaurant. À la 12, un lieu historique tenu par la famille François depuis 1954. Là, dans cette vitrine, c'est l'histoire du village presque. Ah, pratiquement, puisqu'on était le premier lieu à avoir la télé à Delme dans les années 50-60. 70, l'arrivée du standard téléphonique à l'hôtel. Là, vous aviez la réceptionniste, donc permanence 24 heures sur 24, et donc elle transférait les lignes comme ça. Et côté cuisine, les produits de saison sont à l'honneur. Là, c'est les premières asperges. Les premières. On est content de l'avoir, on en prend super soin et d'ici 2-3 mois, on va en avoir ras la casquette. Mais il y aura autre chose. Thomas et Laura, un couple de passionnés qui maintient un peu de vie dans ce village, coupé en deux par une nationale. C'est justement là que se positionne la fleuriste. Bonjour madame. On est là tous les dimanches, les jours fériés. Vous venez jusqu'ici? Oui. Et alors ce petit village, il est comment? Sympa. Il est très sympa, franchement, ouais, j'aime bien. J'aime bien Delme. En continuant d'explorer le village, nous tombons finalement sur un bâtiment à l'allure bien particulière. Centre d'art contemporain. Depuis une trentaine d'années, cette ancienne synagogue accueille les œuvres d'artistes du monde entier. C'est un bâtiment qui date des années 1880 et qui a officié en tant que synagogue jusqu'en 1978. 7000 visiteurs par an tout de même, de quoi dynamiser un peu la commune et nous donner envie de partir à la découverte d'autres trésors insoupçonnés. Allez, un mot de la bourse de Paris. Elle est en baisse alors qu'il est moins 0,56%. Notez que sur notre antenne, vous pourrez suivre les funérailles du pape François samedi matin. Une édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Gilles, que vous retrouverez aussi ce soir à 20h, bien évidemment. Tout de suite, je vous laisse avec Evelyne Delia pour la météo. Puis votre feuilleton Plus belle la vie, encore plus belle. Très bon après-midi à toutes et à tous. Et à demain, 13h.